Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui réunis à la demande de Julian Assange qui souhaitait, dans une démarche, comment puis-je le dire, institutionnelle, que ses avocats soient réunis pour vous faire part de la situation qu'il traverse et qui est à bien des égards une situation désespérante. Nous avons Balthazar Garzón, mon confrère espagnol, le papa de Julian Assange, Antoine Wey, mon associé, mes confrères belges. Il nous manque les confrères anglais et américains qui sont retenus dans la procédure d'extradition qui est en train de se dérouler maintenant. D'abord, à sa demande, je voudrais remercier tous ceux qui le soutiennent dans le monde entier. Ce sont des gens de toute catégorie, socioprofessionnels. Ce sont des gens qui peuvent parfois discuter de son travail, mais qui considèrent tous, en réalité, que les 175 ans de prison qu'on lui promet aux États-Unis, c'est une peine indigne, insupportable et contraire à l'idée que l'on peut tous se faire des droits de l'homme. Je vous remercie aussi d'être présent. Votre présence ne signifie pas forcément votre soutien, et j'espère me tromper, mais au moins, et c'est important, l'intérêt que vous portez à cette affaire. Alors, en quelques mots, je vais vous dire où on en est de ce dossier parce que beaucoup de contre-vérités ont été énoncées depuis trop longtemps. Il est aujourd'hui, comme vous le savez, emprisonné à Londres dans le cadre d'une procédure d'extradition. Ce que souhaitent les États-Unis, c'est une procédure politique. Et quand on vous dit que la liberté de la presse, effectivement, est menacée, elle l'est parce que la Constitution des États-Unis interdirait la poursuite d'un citoyen américain pour de tels faits. Cette procédure, au-delà de Julian Assange, concerne tous les journalistes qui n'ont pas la nationalité américaine. Et ce, d'ailleurs, en dépit de décisions qui ont été rendues par la Cour suprême des États-Unis, qui rappellent, mais l'administration américaine semble l'avoir oublié, que la liberté d'expression ne peut pas faire l'objet de poursuites de cette nature. La première rectification qu'il convient d'apporter, c'est pour vous dire que la procédure suédoise s'est terminée par un abandon des poursuites et que plus personne aujourd'hui ne peut sérieusement ternir l'image et la personnalité de Julian Assange. Des observateurs internationaux ont d'ailleurs porté un regard scrupuleux sur cette procédure et elle fait l'objet d'un certain nombre de critiques acerbes. Il n'y a plus de procédure suédoise. On va tout de même rappeler ce que il a permis de révéler. Il a permis de révéler en France que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient été espionnés par les Américains. Ça n'est pas rien. Il a permis de révéler également que Pierre Moscovici et François Baroin, deux ministres français de l'économie, avaient fait l'objet d'une opération d'espionnage économique conduite par les États-Unis. Il a permis la diffusion d'une vidéo qui s'appelle Collateral Murder. C'est une bavure de l'armée américaine en juillet 2007 à Bagdad, au cours de laquelle 18 civils, dont 2 journalistes de Reuters, ont été tués lors d'un raid aérien. Et si certains d'entre vous peuvent douter de l'intérêt d'une telle publication,
qu'il se reporte à cette vidéo, qu'il la regarde. On y voit des soldats rire au moment de la commission de ce qu'il convient de qualifier de meurtres au pluriel contre des civils. Il faut qu'il paye le prix de cela. Et ce qu'il encourt aux États-Unis qui le réclament, je l'ai déjà dit, c'est 175 ans de prison. Nous allons saisir, avec nos amis belges, car on travaille ensemble dans cette affaire, la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Bien sûr. Pour des raisons techniques, cette juridiction a déjà été saisie. Elle s'est pour le moment déclarée irrecevable, mais nous allons la saisir sur un autre fondement, bien sûr. Je voudrais, à cet instant, évoquer les violations patentes des droits de l'homme telles qu'elles résultent déjà, hélas, du dossier dont nous avons pris connaissance. D'abord, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, le Suisse Nils Metzer, a rencontré Julian Assange le 9 mai 2019. Il explique et il écrit qu'en plus des troubles physiques, M. Assange montre tous les symptômes d'une exposition prolongée à la torture, retenez ce mot si vous le voulez bien, psychologique. Cela inclut le stress extrême, l'anxiété chronique, le traumatisme psychologique. En novembre, il a estimé que la vie de Julian Assange était en danger. Le 26 novembre 2019, un collectif de 60 médecins indique redouter vraiment, l'adverbe est utilisé, sur la base des éléments actuellement possibles, que M. Assange puisse mourir en prison. Dans une résolution du 28 janvier 2020, toute récente, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe rappelle que la détention et les poursuites pénales contre Julian Assange constituent un dangereux précédent pour les journalistes. En outre, et joindre à la recommandation du rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a déclaré le 1er novembre 2019 que l'extradition de M. Assange vers les États-Unis doit être interdite et qu'il doit être libéré sans délai. Enfin, le 17 février 2020, 117 médecins ont signé une tribune dans la revue médicale The Lancet, revue scientifique que vous connaissez tous, déplorant la politisation des principes fondamentaux de la médecine, dont les implications dépassent le cas de Julian Assange. Nous demandons au gouvernement de mettre fin à la torture de Julian Assange et de lui assurer l'accès aux meilleurs soins avant qu'il ne soit trop tard. J'ai rencontré Julian Assange avec Antoine Wey. Nous nous sommes retrouvés face à un homme qui, je le dis, a des difficultés pour s'exprimer. On n'est pas médecin, évidemment. Nous étions accompagnés de notre confrère belge Le Marchand qui nous a dit « J'ai vu ses facultés diminuer. Il a de plus en plus de mal à parler. Il est parfois prostré. Et je voudrais ici, mon témoignage ne peut pas aller plus loin, vous faire part de l'inquiétude que nous avons ressentie lorsque nous lui avons rendu visite. Enfin, il a souhaité bien sûr constituer des avocats français, à raison du fait peut-être que la France est la patrie des droits de l'homme, à raison du fait qu'il y a des critères de rattachement avec notre pays, je voudrais les évoquer très brièvement. Il y en a d'ordre professionnel et il y en a d'ordre familiaux.
professionnel, c'est qu'une partie des structures de Wikileaks sont également hébergées en France. Sur le terrain familial, il a vécu en France de 2007 à 2010. Son deuxième enfant, toujours mineur, et la maman de cet enfant sont de nationalité française et résident en France. On travaille bien sûr sur la possibilité de demander aux autorités politiques françaises un asile politique. Notre Constitution le permet. Nous avons un exemple de ce que juridiquement ces choses sont possibles. C'est l'asile politique accordé à l'ayatollah Khomeini. Je sais, ce n'est pas le meilleur exemple, mais c'est un fait et c'est une réalité. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a beaucoup d'autres choses à dire, bien sûr, mais je vais céder la parole à Antoine Wey, puis aux autres confrères, et je pense qu'ensuite, nous pourrons, les uns et les autres, être soumis à vos questions si vous en avez. Je vous remercie de votre attention.